Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue pour cette nouvelle émission des entretiens de la quarantaine. Aujourd'hui, nous recevons Xavier Hofer pour faire un état des lieux de la sécurité dans notre pays à l'heure du déconfinement. Xavier Hofer, bonjour. Bonjour. Vous êtes criminologue, directeur d'études au pôle sécurité-défense du CNAM, expert en questions de terrorisme et d'insécurité urbaine. Vous avez signé plusieurs ouvrages sur le sujet et le dernier s'intitule « Le crime mondialisé », publié aux éditions du CERF. Alors avant d'entrer dans le sujet de la criminalité à proprement parler, j'aimerais vous poser une question d'ordre général sur cette décision du confinement. Dans une récente interview donnée aux médias Sputnik, vous disiez que de votre vie, alors vous avez 70 ans, un peu plus de 70 ans, pardon, vous n'aviez connu d'événements similaires qu'en 1961. Donc, vu que vous avez un regard d'expert et même de témoin historique, si je puis dire, nous sommes d'accord que cet épisode du confinement est du jamais vu, du moins durant le siècle qui nous précède. Ah oui, je pense que en ce qui concerne la France en général, vous avez eu pour la région parisienne les premières semaines de l'occupation, entre, disons, le 15 juin 1940 et puis la mi-juillet, où les Parisiens étaient plus ou moins contraints de rester chez eux parce qu'il y avait des Allemands partout, ils ne savaient pas trop comment les prendre, etc. Après ça, bien entendu, la vie a repris dans les conditions qu'on sait, mais là, vous aviez une population large, et en ce qui me concerne, en 1961, quand il y a eu la rumeur qu'un putsch s'était produit à Alger, c'était la fin de la guerre d'Algérie, et que peut-être des parachutistes allaient arriver sur Paris, la population de Paris était, pendant ce week-end-là, un peu conciliée chez elle. C'était rien d'officiel, si vous voulez, mais les gens, ce dont je me souviens, sont restés chez eux. Vous voyez que dans l'histoire de pratiquement maintenant les 70 dernières années, 80 dernières années, avec l'occupation en 40, vous avez quand même une situation qui se reproduit tout ou partie de façon rarissime. D'accord. Alors, pour en venir, du coup, sur la période de confinement en elle-même, qu'est-ce qu'elle a? Parce que là, au moment, effectivement, où nous enregistrons cet entretien, nous sommes à l'heure du déconfinement. Bon, c'est un confinement qui n'est pas totalement achevé, il se fait pas à pas. Qu'est-ce que ça a changé, le confinement, en termes de sécurité, plus précisément au niveau de ce qu'on appelle la criminalité des rues? On a pu observer une baisse sensible, de ce que j'ai compris. Alors, il s'est produit ce qui se produit toujours quand les rues sont vides, à savoir que la criminalité ne s'opère pas sur un seul terrain et à un seul niveau. Elle s'opère des fois dans le secret des transactions bancaires, des fois sur l'Internet et des fois, naturellement, aussi dans la rue. Et s'agissant de cette criminalité-là qui s'opère dans les rues, les agressions, ou alors à partir des rues comme les vols à main armée, ou alors les vols, etc., tout ce qui se produit dans l'espace public, sur la voie publique, naturellement souffre, cette criminalité-là souffre quand les rues sont vides. Surtout à l'époque présente où il y a des caméras de surveillance à peu près dans toutes les villes, maintenant même dans les villes moyennes. Et donc quand vous avez une rue vide et que dans la rue ne se trouvent que des malfaiteurs, naturellement le travail de la police est enfantin. Il les retrouve tout de suite à partir des caméras et il les arrête. Donc il est très dangereux pour un malfaiteur de voie publique de se hasarder dans un espace public où il est seul. C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes dealer de drogue, quand vous êtes agresseur de vieilles dames ou quoi que ce soit dans ce style-là, il vaut mieux rester chez vous en pareil cas. Et c'est ce qui s'est produit. C'est ce qui s'est produit. D'ailleurs, avant même le début du confinement, le 13 mars, j'ai donné une interview où j'ai dit, vous allez voir, la criminalité des rues va s'effondrer. Et elle s'est effondrée car on est, selon les départements et selon les territoires urbains, périurbains ou alors ruraux, on en est à moins 40 à moins 70%.
C'est-à-dire que par rapport au même mois, c'est-à-dire au mois de mars-avril de 2019, ce sont des baisses de pratiquement la moitié et parfois plus. Donc effectivement, le gouvernement mesure évidemment l'activité criminelle, pas toujours de façon honnête d'ailleurs, mais il la mesure à 1% près, c'est-à-dire quand on dit la criminalité a baissé de 5%, telle sorte de crime, etc., on a une baisse à 1, 2, 3, 4, 5% près. Et là, ce sont des baisses de 40 à plus de 60%. Vous voyez que c'est totalement considérable. Oui, d'ailleurs, vous parlez d'effets de déplacement ou d'effets rebond. Au moment où on enregistre cette émission, comme j'ai précisé, on est en période de déconfinement, voilà, qui se fait pas à pas, petit à petit. Les bars et les restaurants, au moment où on enregistre, ne sont pas encore ouverts. Tout redémarre doucement. Est-ce que pour autant la criminalité parce qu'elle a ressurgi du coup? Bien sûr. Vous savez que les malfaiteurs, en général, et ceux qui opèrent dans les rues et dans l'espace public, sont plutôt des bandits bas de gamme, c'est-à-dire sont des petits voyous. Et ils n'ont naturellement peu de moyens d'assurer leur subsistance à long terme. Ils n'ont pas d'assurance sociale, ils n'ont pas de caisse de solidarité, ils sont livrés à eux-mêmes. Dans ces conditions-là, ils sont à l'affût de la première possibilité d'agir, et donc dès que ça s'est déconfiné un peu et dès qu'il y a eu de nouveau du monde dans les rues, donc on a de nouveau pu cacher son activité criminelle dans la foule ou dans une masse de gens, ça a repris immédiatement. D'accord. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a libéré plusieurs détenus durant le confinement afin d'éviter, je la cite, la raison de sa décision, c'était une crise sanitaire et sécuritaire en prison. Ce qu'il faut craindre du coup maintenant avec cet effet rebond, un passage à l'action de ces individus-là qui ont été relâchés. Alors, Madame Belloubet est idéologiquement entre les mains de l'extrême gauche judiciaire. À savoir que depuis toujours, cette extrême gauche judiciaire, syndicat de la magistrature, syndicat des avocats de France, les gauchistes du monde de la justice, si vous voulez, rêvent de vider les prisons. Ils pensent que les prisons sont une survivance médiévale et que, naturellement, ceux qui sont envoyés en prison sont de misérables victimes de l'exclusion et du racisme et que, par conséquent, plus on en libérera, mieux ça vaudra. Et s'emparant du premier prétexte qui était celui du coronavirus, Madame Belloubet a exaucé les vœux, Madame Belloubet, qui est sans doute pire à terme que ne l'a été Madame Taubira, a exaucé les vœux de toute cette extrême gauche judiciaire en empêchant le maximum de gens à être incarcérés à un bout et en libérant d'autres à l'autre bout. Ce qui fait qu'au total, on en est à plus de 12 000 individus qui devraient se trouver en prison, soit qu'ils n'aient pas commencé leur peine, soit qu'ils ne l'aient pas terminée, et qui sont à l'heure actuelle dans la nature. Évidemment, ça aura des conséquences statistiques sur le niveau de criminalité à un moment ou à un autre. L'effet de rebond n'est pas immédiat. Les gens vont tâter le terrain, les bandits en question vont tâter le terrain, voir si c'est facile de procéder à des actes illicites ou pas dans cette période un peu confuse où on est maintenant, où la vie n'a pas repris pleinement, mais à terme, évidemment, ça aura des conséquences sur la statistique criminelle. Alors, de ce que j'ai pu dire, la ministre a précisé que il s'agissait de libération anticipée de détenus malades et d'autres en fin de peine, et aucun pour des faits de terrorisme. Est-ce qu'on peut se rassurer sur cette indication? Sans doute, il y aura eu des bavures. Le ministère de la Justice, depuis longtemps, et c'est d'ailleurs un scandale en France, n'a pas la moitié des moyens qu'il lui faudrait pour fonctionner. Et quand vous avez des magistrats qui, au lieu d'avoir 20 dossiers à suivre, en ont 200, fatalement, il y a des bavures. C'est pas de leur faute la plupart du temps, mais n'empêche, il y a des bavures. Que dans le tas de toutes les libérations d'individus soi-disant anodins ou pas graves ou pas trop graves, etc., il y a eu quelques islamistes ou quelques zèbres dangereux libérés, est probable. Mais ça, on le verra naturellement quand ils auront récidivé. La ministre se garde bien de fournir la liste de tous ceux qu'elle a fait libérer
Donc, quand on aura dans les médias des indications du style Monsieur X ou Monsieur Y a été arrêté, il avait été libéré récemment, et ben là on le retrouve, il y aura des récidives, ça c'est sûr. D'accord. Alors, l'actualité du confinement, elle a été également marquée par des événements qui ont eu lieu dans les banlieues, à Villeneuve-la-Garenne, après l'accident d'un motard. Selon vous, parce que voilà, vous expliquez qu'en gros, il y a, parce qu'on a parlé d'insurrection possible des banlieues, vous expliquez que c'est un scénario qui n'a pas lieu d'être en réalité, parce que ce type d'épisode est semblable, paraît totalement même identique à d'autres épisodes connus et qui se répètent toujours de la même façon en fait, et que le confinement n'a rien changé vraiment à cela. Alors si, le confinement a, dans un premier temps, provoqué la quasi-interruption de ces actes d'émeutes urbaines. Il y en a constamment en France, il y en a toutes les semaines, pratiquement des fois tous les jours de l'année. Ça se passe toujours de la même façon. Il y a un individu dans un quartier hors contrôle qui fait de la provocation en zigzagant exprès en moto devant les policiers ou quelque chose dans ce goût-là, arrive ce qui doit arriver, à savoir qu'il est renversé. Immédiatement, il y en a une trentaine de ses congénères, car ce sont des bandits qui se conduisent comme ça, ce sont des bandes organisées qui se conduisent comme ça, de manière à faire en sorte que la police aille le moins souvent possible dans ce qu'ils considèrent, ces bandits, comme étant leur quartier, de manière à pouvoir s'y livrer à toutes les activités illicites qu'ils souhaitent sans être au contact de la police et la police se trouvant à distance. Voilà, l'idée générale est celle-là. Alors de temps en temps, il y a un incident de cette nature-là. Les individus en question, quand c'est le jour, s'attroupent et puis jettent des pierres ou des cailloux, des cocktails Molotov sur les policiers. Quand c'est la nuit, ils allument des feux à droite et à gauche et ça se produit constamment en France. Ça s'est plutôt ralenti au début du confinement, c'est-à-dire entre le 15 mars et la fin du mois de mars et le début avril, et c'est simplement dans les dernières semaines d'avril, à partir du moment où, un peu bêtement, le gouvernement a dit bon, on va déconfiner à partir, je sais pas, du 21 avril, où on va commencer à fixer une date, etc. Ces petits bandits qui sont des âmes simples ont dit ah ben c'est fini, nous on recommence. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais les médias ont accordé à cette histoire d'émeutes dans les banlieues une attention tout à fait particulière dans la période du confinement, alors que d'ordinaire, ils s'en fichent. Il y a des émeutes tous les jours, pratiquement en France, grandes ou petites, dans des cités hors contrôle, et d'ordinaire, ces mêmes médias n'en parlent jamais. Donc là, il y a eu un effet de loupe. Mais à la fin de l'année, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup plus ou beaucoup moins d'actes de cette nature que les années précédentes, naturellement 2019 ou 2018. Alors, vous pensez que cet effet de loupe, il est dû à quoi? C'était dans l'idée de surenchérir sur, comment dirais, l'angoisse un peu de la crise sanitaire, de rajouter un peu d'angoisse sur l'angoisse? Non, je crois qu'au début, c'est l'incompétence de l'équipe de M. Castaner et des gens qui l'entourent au ministère de l'Intérieur. C'est eux qui ont commencé à coller la trouille à leurs journalistes avec lesquels ils sont toujours en contact, à ceux à qui ils donnent les informations, les 10 journalistes ayant cessé de faire leur travail d'investigation pour se faire nourrir en informations par le ministère de l'Intérieur et devenir ainsi, au lieu du système du service d'information et de relations publiques des armées, vous avez maintenant un service d'information et de relations publiques de l'intérieur, CIRPI au lieu du CIRPA, et vous avez des journalistes qui en réalité sont les émissaires du ministre de l'Intérieur. C'est scandaleux, ils ne sont pas payés pour ça, mais tant qu'on les laisse faire, ils continuent. Tant que leur directeur leur a pas dit monsieur machin, on vous a payé, on vous paye pour rechercher des informations et pas pour attendre les communiqués du ministère de l'Intérieur, pourquoi ils se gêneraient? Alors ils continuent. Donc ces journalistes-là ont entendu que le ministre et son entourage avaient peur d'une insurrection dans les banlieues générales, insurrection qui ne s'est jamais produite, même pas en 2005, et donc fidèlement comme ils le font d'habitude, ils ont reproduit ça dans leurs journaux. C'est ça qui s'est produit. C'est la trouille de l'entourage Castaner qui s'est répercuté sur leurs journalistes chouchous. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez raison de mentionner effectivement l'événement de 2005, parce que c'est toujours un peu l'événement référentiel sur les banlieues. Et en gros, ce que vous expliquez, c'est que, en fait,
il y a une forme comment dirais-je, de contagion effectivement de banlieue en banlieue, ce qui a fait que ça a duré 21 jours à cette époque-là, alors qu'en réalité, chaque banlieue, au maximum, il y avait quelques agitations notables évidemment, mais qui ne duraient pas plus de 2 à 3 jours. Mais bien entendu, à l'époque, un travail a été fait. Le travail en question, alors il a fallu un peu de temps pour compiler tout. Donc l'émeute date de la fin de l'année 2005, entre la mi-novembre et disons les premiers jours de décembre, donc une vingtaine de jours. Et le travail en question a été publié en 2007. Il a été publié dans une revue qui était celle d'un des instituts de recherche et d'études du ministère de l'Intérieur. On ne peut pas mieux faire. C'était les cahiers de la sécurité intérieure, ça s'appelait. Et l'étude en question prouve, elle établit, en donnant tous les chiffres et toutes les références, que nulle part, dans aucune des villes, y compris même celle où l'affaire de 2005 avait commencé, vous vous souvenez, il y a des gamins qui se réfugient dans une espèce de transformateur électrique, dans une armoire électrique, et qui sont électrocutés à mort par un arc électrique très puissant de 20 000 volts, je ne sais pas trop quoi, donc ils meurent. Et à la suite de quoi, comme ils étaient au moment où ils se sont réfugiés là-dedans, poursuivis de loin par des policiers, la bande des jeunes gens en question de la cité de Clichy-sous-Bois a commencé à mettre le feu, à casser les poubelles, etc., les feux de poubelle classiquement. Et à la suite de quoi, ça s'est répandu dans d'autres villes. Mais même à Clichy-sous-Bois, ça n'a pas duré plus de 3 nuits, pardon. Donc, ce n'était pas 21 nuits où quelques centaines de cités de toute la France étaient en flammes au même moment, tout ensemble. C'était un petit peu il court le furet, vous savez, voilà. Il est passé par ici, il repassera par là, 3 jours à Clichy-sous-Bois, après ça va à Sevran, après ça va à Saint-Denis, après ça, voilà. Mais en total, il y a eu 21 nuits où il y a eu ces actes criminels. L'incendie volontaire est un crime qui doit être théoriquement puni à la cour d'assises, quand il est commis en bande et sous forme insurrectionnelle. Eh bien là, ça n'a naturellement pas été le cas. Aucun de ces jeunes gens n'a pris une peine de prison sérieuse. Et pour le reste, nulle part, ça a duré plus de 3 ou 4 jours. Voilà la réalité de ce qui s'est passé en 2005. Alors quand les journalistes fétiches de M. Castaner disent le ministère craint qu'il y ait une réédition de ce qui s'est passé en 2005, ils auraient mieux fait de chercher un peu et de creuser un peu. Ils auraient vu qu'il ne s'était rien passé de semblable en 2005. Et d'ailleurs, s'agissant de certains des journaux où ces choses ont été publiées du style l'insurrection générale, l'embrasement général, plus tard, c'est-à-dire dès que j'ai râlé en écrivant des articles pour dire « mais attendez, vous avez vu ça », j'ai reçu des mails et des appels téléphoniques de certains rédacteurs en chef qui me disaient « ouais, vous aviez raison, on aurait dû être plus prudent ». Donc vous voyez qu'il y a eu un affolement réciproque de la direction du ministère et de leurs journalistes fétiches. Alors, justement, pour revenir sur l'accalmie qu'il y a eu au moment du confinement, puisqu'on s'attendait peut-être avec effectivement les comportements en banlieue, on se serait dit, bon, le confinement ne va pas du tout être respecté. Il a été, comme vous le disiez, jusqu'à peu près fin avril, le moment où le gouvernement a un peu commencé à lâcher du lest. Ce confinement a plutôt été assez bien respecté, on va dire, en banlieue. On peut l'expliquer en gros par l'injonction enfin pas l'injonction, mais les règles données par les caïds, les imams et voire aussi les mamans justement qui ont ce rôle effectivement en banlieue de dire qui incitaient les jeunes à rester chez eux durant la période de confinement. C'est ce qui expliquerait que comment dirais-je, à l'absence d'autorité des policiers, enfin, ou simplement même des règles prescrites par le gouvernement, il y a une forme de logique clanique qui a pris le pas, mais qui était déjà là, hein, évidemment, cette injonction du clan. Alors, plusieurs choses. Premièrement, les banlieues en question, elles ne sont pas sur la Lune. On peut y aller. Et si les journalistes en question, voire les policiers qui restaient tranquillement place Beauvau, allaient sur le terrain et rencontraient des gens, ils auraient pu voir la réalité des choses. Pourquoi n'y vont-ils pas ?
Moi, j'y étais. On peut aller dans ces quartiers-là à condition. Alors, vous me direz, c'est plus simple quand on est criminologue, parce que les petits lascars des cités, les petits voyous, ils adorent les criminologues. Et quand ils m'ont reconnu, des fois, ils m'ont dit, alors c'est vrai que tu as vu des mafieux, etc. Donc, ce que j'ai à dire les intéresse. Ils me considèrent comme quelqu'un, en gros, qui a les mêmes centres d'intérêt qu'eux. De l'autre côté de la barricade. Alors moi, je copine pas avec eux, je suis pas leur ami, mais je leur parle. Et donc, j'en ai appelé certains avec qui j'ai gardé le contact. Et puis, il n'y a pas que il n'y a pas que des racailles dans les banlieues, il y a des tas de gens qui habitent, y compris dans les cités en question. Par exemple, des gens qui sont issus de l'ex-Yougoslavie, des gens des Balkans, j'en connais pas mal, et les ai appelés en disant salut, c'est Refaire, comment ça se passe chez vous, etc. Et donc, ils m'ont raconté. Ils m'ont raconté que dans un premier temps, les gamins, alors, les plus jeunes, ceux qui ont 13-14 ans, avaient fait comme d'habitude, comme on fait toujours à cet âge-là, qu'on soit d'origine X ou Y, les malins, à savoir, ils avaient dit même pas mal, même pas peur, donc ils avaient commencé à faire des méchouis dans la rue ou des trucs comme ça, ou des matchs de foot, et que vite fait, il y avait eu deux réactions. Premièrement, les mamans qui avaient peur parce que elles ont, certaines d'entre elles, des enfants en bas âge, donc elles ne savaient pas trop si c'était pas dangereux pour les gamins ou pour leur sœur ou leur cousine qui, par exemple, à ce moment-là, se trouvait enceinte. Donc elles ont fait une crise en disant vous allez rentrer chez vous tout de suite. Et donc les plus voyants de ces phénomènes d'attroupement dans les rues au début du confinement, attroupement repéré tout de suite parce que les caméras de surveillance les voient immédiatement, ont été dissipés. Également, les gros trafiquants de drogue qui n'ont pas envie d'attirer l'attention sur tel ou tel secteur avec des manifestations trop voyantes, une fois de plus, et toutes captées par maintenant des caméras de surveillance. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et le ministère de l'Intérieur n'y est pour rien, et parce que dans les quartiers en question, j'aimerais savoir vraiment combien de contraventions ont été mises pour non-respect. C'est simplement que le système qui, en temps ordinaire, dirige et régit ces cités a mis fin aux côtés les plus bruyants. Et puis, naturellement, par la suite, quand il a fallu laisser fuser la vapeur, on laissait les plus jeunes mettre le feu à 2-3 poubelles, faire une espèce de petite scénario de mini-insurrection une nuit ou deux, et après ça on disait allez hop, rentrez chez vous, c'est fini, il n'y a plus rien à voir. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, la mise en place de l'ordre criminel dans les cités en question a évité non pas l'insurrection généralisée qui n'aura jamais lieu, mais même les débordements les plus graves qu'on aurait pu craindre localement. Alors, maintenant, je vais répondre à la deuxième partie de votre question. Pourquoi cette insurrection générale des banlieues est fantasmatique et impossible? Et je suis formel. Si jamais vous montez sur le toit de votre maison et si jamais vous essayez de vous envoler, vous n'y arriverez pas parce qu'il y a un truc qui s'appelle la loi de la gravitation universelle qui fait que vous allez vous écraser par terre. Alors, c'est pas dans les sciences humaines, la criminologie est une science humaine, c'est pas aussi rigoureux que ça, mais on peut quand même dire des fois oui ou non. Alors, les bandes en question qui régissent un peu la vie sociale dans les banlieues en question, elles ne sont pas constituées pour la lutte armée ni pour la libération nationale. Si ces gens-là sont en bande et s'ils ont des armes, c'est pour protéger leur activité commerciale illicite. Le plus souvent la vente de drogue, mais pas toujours. Il y a aussi les prostitutions des jeunes filles qui vont se réfugier dans ces quartiers-là. Il y a aussi les marchés aux voleurs, il y a aussi le pillage de camions, etc. Bref, il y a des activités illicites. Les activités illicites sont commises par des bandes, et les bandes en question sont toutes en guerre les unes contre les autres. Elles sont rivales. Quand vous ouvrez le journal en France, pratiquement chaque semaine, vous apprenez qu'à Marseille, là encore, hier, à la Planoise, à Besançon, dans des villes où il y a des cités hors contrôle, vous avez des gens qui s'entretuent. Alors, ils s'entretuent 300 jours par an, et puis, un beau jour, comme il y a le confinement, ils vont être alliés, tous unis comme au front, ils vont aller marcher ensemble avec leur Kalachnikov sur l'Élysée ou sur les Champs-Élysées. C'est n'importe quoi, ça n'arrivera jamais. Voilà.
Donc la réalité, c'est que ce sont des gens qui sont dans un monde décrit par le philosophe, le politologue Hobbes dans l'Angleterre de la Renaissance, ou un monde où tout le monde est en guerre contre tout le monde dans leur monde à eux, et donc ils n'ont pas plus confiance qu'hier dans la bande de la cité à côté, et ils sont pas prêts à s'allier avec elle pour faire quoi que ce soit qui dépasse le business qu'ils accomplissent dans leur propre cité. Voilà, je pense avoir été clair. Les règles de ce jeu-là sont celles-là, et voilà pourquoi il n'y a pas eu d'insurrection générale en 2005, il n'y en a pas eu en 2020, et sauf changement inouï et impensable à l'heure actuelle, il n'y en aura pas plus l'an prochain. Alors du coup, selon vous, alors sans parler effectivement d'insurrection, est-ce que cette manière d'obéir, de respecter, comment dirais-je, les règles du chef de clan, alors évidemment, comme vous l'expliquez, toute la banlieue ne fonctionne pas comme ça, cela va de soi. Bien sûr. Est-ce que ça renvoie pas à ce phénomène, à cette possibilité plusieurs fois évoquée d'une forme de petit à petit de sécession de ces territoires, vous savez, les fameux territoires perdus de la République, on a beaucoup parlé. Est-ce que c'est une crainte, est-ce qu'elle est légitime, ou est-ce que selon vous, elle est totalement fantasmatique? Mais elle n'est pas fantasmatique. Il y a, en gros, tout en disant, alors, vous savez, sous M. Hollande, c'était quand même spécial, quoi. Il disait, mais non, mais ces quartiers sont une chance pour la France, mais regardez, ce sont de braves petits, regardez la diversité, tout ça va bien. Et en même temps, il faisait faire un travail par la police pour essayer de voir combien de quartiers dangereux il y avait en France. C'était dans un cas en vertu des grands principes, et l'autre, comme chantait la chanson, là, en vertu des grands principes, en vertu des grands sentiments. Donc en même temps, il faisait les deux. Et vous avez, en 2018, un travail qui a été fait, mais pas publié, alors j'ai quand même pu me le procurer, par le ministère de l'Intérieur sur les quartiers chauds, dirons-nous, les quartiers, comme on dit dans les journaux du système, les quartiers sensibles. Hein. Donc là, il y en a en gros une soixantaine qui sont très très graves. C'est ceux qui sont dits qui sont hors de la situation du droit normal, et puis après ça il y en a une deuxième catégorie qui sont déjà pas mal graves, et elle fait à peu près 160 quartiers. Je dis à peu près 60 et à peu près 160 puisque c'est difficile, dans certains cas on décompte les cités à part, et des fois on les compte ensemble dans le cadre d'un grand ensemble qui couvre plusieurs communes. Donc le fait de les déterminer à l'unité près est difficile, mais en gros à la louche, 60 quartiers de non-droit, c'est la police qui a marqué que ce sont des quartiers de non-droit, c'est pas moi. Hein. Et puis deuxièmement, des quartiers très difficiles, 160. Voilà, en gros, ça fait 220. Disons que là-dedans, il y en a une vingtaine qui pourraient y être selon des critères forcément subjectifs un peu pareil. Il y a 200 quartiers ou cités en France dans lesquels l'ordre de la République n'existe plus, et des fois depuis un demi-siècle. Voilà, les premières insurrections comme ça, émeutes, ont éclaté dans la cité de la région lyonnaise qui s'appelle les Minguettes en 1980, au moment où M. Mitterrand commençait sa présidence de la République. Encore aujourd'hui, c'est un quartier de non-droit. Voilà, donc alors on a laissé s'installer ça. Tous les gouvernements successifs de la Ve République ont préféré regarder ailleurs, ont fermé les yeux là-dessus, mais là c'est un fait accompli. Et tous les jours, la nuit dernière, là, on est dans la nuit de dimanche à lundi, donc juste la nuit dernière, il y a encore eu des émeutes dans les Yvelines, dans certaines cités de Trappes, etc., parce que les jeunes gens en question ne veulent pas voir la police chez eux, parce qu'ils veulent être tranquilles pour faire leur deal. Alors tant que l'ordre n'aura pas été rétabli sur ces zones en question, il y aura deux France, la France de 99% du territoire, de la métropole, qui sera régie par des règles et par des lois, et puis 1 ou 2% des territoires où il se passe autre chose. Je vais vous donner un exemple. J'ai mis au défi des hauts fonctionnaires du ministère des Finances de me dire combien de contrôles fiscaux étaient pratiqués dans les zones en question, eh ben, ils n'ont pas été capables de me répondre. Ils n'ont pas voulu me répondre parce que la quantité, c'est 0. Vous avez une espèce de fumerie à chicha où vous avez
une espèce de boutique de sandwich ou quoi que ce soit dans le 9-3, vous êtes tranquille, vous ne verrez jamais arriver les gens du fisc. Alors que quand vous habitez Paris intramuros, de l'autre côté du périphérique, on vous demande à 2 € près d'où vient tout, à juste titre, si vous voulez, mais c'est pas normal que ça soit dans certains cas oui, dans certains cas non. Voilà, il y a des zones qui sont en dehors de la loi républicaine, en effet, et certains depuis un demi-siècle. D'accord. Et alors justement, attendez, vous avez bien compris que ce n'est pas une accusation. Le renseignement territorial a créé une espèce d'aristocratie de ces quartiers-là, les 60 plus graves, et il dit que ce sont des territoires de non-droit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'intérieur. D'accord. Alors l'ensemble du trafic justement de stupéfiants qui constitue un peu l'économie parallèle assez importante en banlieue, si le confinement, alors on sait que tout ça s'est arrêté et que en fait la plupart de ces caïds-là ont des réserves financières qui fait qu'ils pouvaient se permettre, si je puis dire, pendant 2-3 mois de mettre ça entre parenthèses, est-ce que si le confinement avait duré plus longtemps, ça aurait pu poser des problèmes un peu plus graves? Mais bien sûr, parce que vous savez, l'énergie en général, par exemple l'électricité, c'est très difficile à stocker, on ne peut pas. Il faut que ça soit en flux tendu. Vous produisez de l'électricité, elle doit être consommée sur le champ. Alors on peut réduire la consommation, mais si on l'arrête, c'est un vrai travail de Romain pour la rétablir complètement, et surtout on ne sait pas la stocker. Pareil pour les stupéfiants. Les stupéfiants et les trafics de migrants clandestins, on ne peut pas les mettre dans un coin et attendre que ça se passe. Vous comprenez, si vous stockez trop de stupéfiants, si jamais la police trouve la cachette, et vous perdez, alors à ce moment-là, énormément d'argent. Hein. Donc il faut que ça soit en flux tendu. À partir du moment où le flux ne circule plus, eh bien la seule obsession des caïds, c'est-à-dire ceux qui contrôlent le trafic de demi-gros, les grossistes, ils sont en gros au Maroc, ils sont en Colombie, ils ne sont pas en Europe. Mais arrivés en Europe, vous avez des gens qui achètent 200-300 kilos de cocaïne ou 500 ou 600 kilos de hashish, de cannabis ou d'herbe, et donc à ce moment-là, qui après ça les revendent après les avoir fractionnés en petites quantités. Ces individus-là, il faut que le business continue. Ils ont des équipes à faire vivre. Et vous savez que je vous ai dit que c'était un système obésien, dans le sens où l'homme est un loup pour l'homme, et ben il se passe dans la meute criminelle ce qui se passe dans une meute de loups, à savoir que quand le loup en chef est plus capable de nourrir les autres le bouffent, quoi. Donc c'est dangereux de ne pas nourrir ces gens quand on est un criminel. Il y a des gens qui m'ont posé la question, vous savez, dans des réunions publiques, en disant oui, mais regardez, Escobar, par exemple, en Colombie, il avait des milliards de dollars, pourquoi il ne s'est pas arrêté? On ne peut pas s'arrêter dans le milieu criminel. Si on s'arrête, on est tué par les autres. C'est un monde dangereux, quoi. Et c'est pas un monde où on fait des trucs parce que c'est comme au cinéma, quoi. C'est un monde physiquement dangereux. Vous pouvez vous faire tuer sans arrêt. Hein. Donc, ce monde-là, pour ce monde-là, il faut que le trafic continue. Alors, à partir du moment où les autoroutes sont vides, comment vous voulez faire passer des go-fast? Alors, il faut trouver autre chose. À partir du moment où il n'y a plus de vol entre je ne sais pas, les Antilles et puis l'Europe, comment vous faites passer la cocaïne? Alors, il faut trouver autre chose. Et il faut mettre ça dans des conteneurs parce que, bien entendu, il faut que les gens se nourrissent. Et il faut que les camions avec les primeurs des pays méditerranéens remontent vers le nord de l'Europe. Alors, il faut reconvertir son trafic de canaux X vers des canaux Y. C'est ça qui s'est produit pendant le confinement. Oui, parce qu'en fait, il y a toute une économie parallèle. En fait, effectivement, autour de ces points de vente, il n'y a pas qu'effectivement le caïd en question. Il y a tout un ensemble. En fait, ça fait marcher toute une sorte d'économie de gens, effectivement, entre les guetteurs, ceux qui surveillent, ceux qui stockent, ceux qui amènent. Donc, c'est tout ça, en fait, qui est mis à l'arrêt durant le confinement. Donc, c'est toute une... Exactement. C'est la définition même du crime organisé, partenaires multiples, répartition des tâches, répartition des profits. Le crime organisé, c'est très simple. C'est des gens qui se mettent. C'est comme une société. C'est comme si vous ouvrez une épicerie. Eh ben,
il y a des gens qui au départ mettent du capital, ils s'associent, et puis après ça, ils se partagent les tâches, et quand il y a du fric, ils le partagent à la fin. Ben, pareil pour le trafic de drogue ou de n'importe quoi, sauf que naturellement c'est illicite et que ça doit être fait de façon clandestine, cachée. Mais en dehors de ça, c'est rigoureusement pareil. Donc à partir du moment où ça circule plus, ben, faut rétablir la circulation. Très bien. Écoutez, on va élargir un peu le débat pour s'intéresser à l'amateurisme du gouvernement dans la gestion de cette crise. Je vais vous poser une question assez large avant d'entrer dans le détail. Comment vous l'expliquez, cet amateurisme-là du gouvernement déjà, est-ce que, effectivement, je brûle les étapes, parce que vous considérez déjà qu'il y a eu une forme d'amateurisme dans la gestion de cette crise, et ensuite, quelles raisons vous pouvez donner? Alors, d'abord, cet amateurisme, je le constate. Moi, j'ai bien écouté Monsieur Macron quand il était candidat et puis après ça, quand il s'est fait élire. Pourquoi? Parce que c'était un phénomène nouveau. En politique, on avait un peu toujours les mêmes avant. Hein, pendant 30 ans, c'était tourner manège. Et là, il y avait un individu nouveau. Alors, je l'ai bien écouté, j'ai prêté attention à ce qu'il disait, parce qu'au début, il disait des choses intéressantes. Et en même temps, il disait non seulement j'ai des grandes idées, mais en plus je sais comment faire parce que je suis compétent. Vous voyez, moi je suis dans l'élite, etc. Je sais faire, vous inquiétez pas. Et les autres, c'est des incompétents, et nous, on va vous montrer comment il faut faire. Et là, depuis qu'il est élu, dans mon domaine à moi, je ne sortirai pas de mon domaine, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas une assistante sociale, je suis criminologue. Donc, dans mon domaine à moi, ce que fait l'équipe Macron, c'est du grand n'importe quoi. D'abord, premièrement, quand vous avez été une fois dans votre vie en contact avec des gens de la hiérarchie policière, et quand on dirige un pays, il vaut mieux savoir comment ça fonctionne. Quand vous êtes dans ce monde-là, la première chose que vous constatez, c'est que les policiers ont, depuis le dernier gardien de la paix arrivé jusqu'au directeur général de la police, ils ont horreur des opérations de barbousage et de police parallèle. Voilà, ça leur fait horreur parce que ça leur pique leur boulot, que c'est fait par des amateurs, et quand il y a des bêtises de fait, après ça, c'est les policiers qui doivent tout récupérer les pots cassés et remettre tout en ordre, etc. Donc ça fait 3 raisons pour lesquelles les policiers ont horreur des entreprises parallèles. Regardez Benalla. On ne fait pas un truc pareil. Il est évident qu'à un moment donné, les vidéos de M. Benalla, elles n'ont pas atterri chez les journalistes par l'opération du Saint-Esprit. À un moment donné, des gens dans la hiérarchie policière ont dit ça va comme ça, on ne sait pas où on va avec ce genre de zèbre, et donc ils ont balancé. C'est ça. Alors, si on ne le fait pas, eh bien, à partir de ce moment-là, si on ne barbouze pas, si on n'utilise pas des gens parallèles bizarres qui ne devraient pas être là et qui font des trucs que personne ne contrôle en dehors de toute règle et norme, eh bien, à partir de ce moment-là, quand on ne le fait pas, on n'a pas de problème avec sa police. À partir du moment où Benalla est sorti de sa discrétion, on peut penser que le président de la République a vu sa réputation auprès des policiers et la confiance de la police gravement handicapée. Et ça, compte tenu de la capacité qu'ont les policiers s'ils le veulent, et on l'a vu avec l'affaire Benalla, monter des coups tordus, c'est pas prudent de se comporter comme ça. C'est une preuve d'incompétence. Si jamais vous êtes chirurgien et si vous opérez vos patients sans vous laver les mains, eh ben à un moment donné, il y en a un ou deux qui vont mourir. C'est une grave imprudence. Il y a des imprudences qu'il ne faut pas commettre. Voilà un type d'imprudence qui a été commis par M. Macron. Et puis deuxièmement, dans le monde de M. Macron, l'économie compte. Lui, en gros, c'est le brillant sujet d'une école de commerce. Hein. Et là ou pas, c'est son paysage mental. En conséquence de ce quoi, le régalien, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'État-nation et à son bon fonctionnement, il considère ça comme une survivance un peu pénible du Moyen-Âge, de la Renaissance, etc. Dans le monde où il vit, Wall Street, la City de Londres et tout, ça n'existe pas trop. En conséquence de quoi, il nous colle des, je vais être gentil, médiocres absolus, comme Mme Belloubet et M. Castaner, pour les ministères régaliens. Mais au secours, je ne sais pas,
ce sont des gens qui ne sont pas en état d'accomplir le rôle qu'on leur demande d'accomplir. Ils ne sont pas faits pour être ministres. Ils ont peut-être d'immenses qualités par ailleurs. Mme Belloubet est peut-être une grande juriste. Elle est faite pour être ministre, comme moi, pour dire la messe, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est un problème d'incompétence, par orgueil, j'assume, voilà. Je vais coller n'importe qui comme ministre de l'Intérieur, eh ben j'assume, c'est comme ça, c'est moi le chef. Alors, ce genre d'attitude, naturellement, met la France dans une situation pénible. On a affaire à des gens qui ne sont pas faits pour le job, c'est tout. Alors, à l'incompétence, ce qu'on peut effectivement, du coup, ça irait dans le sens de ce que vous dites, ajouter une forme d'aveuglement idéologique de leur part, c'est-à-dire ce sont des élites libérales pour la plupart, et elles ont une forme, on peut dire, d'aversion pour tout ce qui est de l'autoritaire, du coercitif, et c'est notamment, à mon avis, enfin, je vous pose la question, est-ce que c'est ce qui s'est passé au début de l'épidémie, avec une forme de négation du constat de cette épidémie, qui était un constat qu'on pouvait faire déjà fin février, début mars. On savait quasiment qu'il fallait prendre des règles assez autoritaires, ce qui en est une, effectivement, de demander d'obliger la moitié de la population, pas la moitié de la population, pardon, la population entière du pays, à être confinée chez elle. Est-ce que c'est du coup une forme de... Est-ce que leur idéologie, d'une certaine manière, a buté face à la réalité? Je vais vous donner un fait précis et une date. Le 26 février 2020, j'ai rencontré un très haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Ce qu'il me disait, forcément Castaner, forcément Philippe et forcément Macron le savaient, il m'a dit, mon vieux, nous sommes face à une pandémie hors contrôle qui nous arrive dessus, vitesse grand V. Et il m'a dit, pour que ça soit bien clair dans mon esprit, une pandémie hors contrôle, c'est quelque chose de très clair. A, on ne sait pas l'arrêter, et B, on ne sait pas la soigner. Pandémie hors contrôle. Pandémie, la planète entière. Un truc qu'on ne sait pas soigner et qu'on ne sait pas arrêter. Le 26 février. Et il a fallu un mois, une trentaine de jours, avant que, vous savez, comme le dinosaure, quoi, qui a un tout petit cerveau, alors on lui mord la queue et puis il criaille 3 heures après. Il a fallu un mois avant qu'il dise ah bah, peut-être que finalement les masques, ce serait pas mal. Et en attendant, on a eu droit à tout et n'importe quoi. La toujours drôle Sibeth Ndiaye, monsieur, alors la ministre de la Santé qui se bat comme ça pour faire une campagne électorale. Alors, tout est prêt, tout va bien, etc. Voilà, on a assisté à des choses sidérantes. Je n'ai pas l'impression qu'il s'en soit passé la moitié dans les autres pays européens, que des gens réagissent par le scepticisme devant une situation totalement inconnue et qu'on n'a jamais vue dans notre vie. C'est normal. Si vous vous affolez pour n'importe quelle nouvelle totalement nouvelle, vous n'êtes pas digne de gouverner. Mais à l'inverse, le fait de, voilà, au-delà d'une semaine, au-delà de 10 jours, de ne pas réagir, de OK, on a compris, c'est grave, et donc on va prendre des mesures, là aussi, il y a de l'improvisation, c'est le bazar, quoi. Alors moi, je me place uniquement sur le terrain de la sécurité, de mon boulot, travail d'enseignant, et je dis que dans ce domaine-là, ça a été n'importe quoi. On n'a pas prévu, le ministre de l'Intérieur n'est pas arrivé aux 20h, le premier soir du confinement, alors voilà, je vais vous dire comment ça va se passer, d'abord ça va se calmer, et après ça va reprendre, tout est tendance, ça aurait mis fin tout de suite à toutes les spéculations, à la trouille de la population. Mais pour ça, il faut avoir A, de la compétence, et B, de l'autorité, et enfin, vous voyez, le général de Gaulle, il tape sur la table, il dit voilà, je gouverne, ça s'arrête tout de suite, bim, en 58, tout revient dans l'ordre. Et bien là, on est loin de 58 et on est loin du général de Gaulle. On a des troisièmes couteaux comme M. Castaner qui disent à peu près n'importe quoi les 15 premiers jours et qui après ça se cachent sous la table quand ils se rendent compte qu'ils ont dit assez de bêtises pour revenir à la fin commenter les chiffres sur la baisse du trafic de drogue. On ne paye pas c'est un ministre, c'est pas un commentateur sportif, on le paye pas pour commenter le match, on le paye pour faire en sorte qu'il y ait moins de crimes dans ce pays. Et manifestement, la compréhension du phénomène criminel n'a pas bien marché côté Beauvau pendant toute cette période-là. J'en ai 50 preuves. Alors, on a aussi vu durant la crise un État qui était alors peut-être le mot, j'allais dire au bord de l'asphyxie, c'est peut-être un peu exagéré, mais enfin on a vu en tout cas des routiers qui étaient épuisés pour acheminer la nourriture à peu près partout sur le territoire, des hôpitaux surchargés de malades avec des lits manquants, on a beaucoup parlé de ces lits.
des agriculteurs sursollicités. Est-ce qu'on était proche d'une situation, selon vous, d'effondrement, comme l'évoquent les collapsologues, ou est-ce qu'on a aussi exagéré là-dessus, disons qu'on était en tension, mais qu'il ne fallait pas non plus parler comme ça d'effondrement à tout bout de champ, quoi. Alors d'abord, ça aurait très bien pu ne pas se produire. Les choses auraient pu se passer de manière beaucoup plus fluide. Et encore une fois, prenons par exemple l'affaire des masques, qui après avoir été considérés comme totalement inutiles sont devenus brutalement totalement indispensables. On aurait pu s'y prendre autrement. Je vais vous donner un exemple sur un sujet que je connais bien. J'interviens souvent en Chine, j'y suis professeur, j'y vais en temps ordinaire, pas cette année bien entendu avec ce qui s'est passé, mais en temps ordinaire j'y vais 1, 2, voire 3 fois par an pour à chaque fois 1 semaine, 10 jours. Hein. C'est des vrais séjours où je travaille avec des gens dans le cadre d'institutions, ministère de la Sécurité publique, université du ministère de la Sécurité publique, académie de la police, etc., sur le terrorisme et sur le crime organisé. Voilà. Donc, les Chinois ont leur culture. Avec eux, il y a une façon de faire. De même qu'il y en a une en France, ou qu'il y en a une en Belgique, ou aux îles Fidji, ou Dieu sait où. Et ce qui s'est passé témoigne encore de l'immense incompétence de la direction de l'État. Quand il a fallu brutalement se procurer des masques, alors que le président de la République française avait à plusieurs reprises rencontré le président chinois Xi Jinping, là, devant l'urgence de la situation, la Chine est superficiellement un pays communiste, mais en réalité, elle fonctionne comme elle fonctionne toujours depuis les 3 derniers millénaires. Il faut s'adresser à celui qui est tout en haut. C'est lui qui fait un signe de tête et à ce moment-là, ça suit. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Quand la panique a commencé à régner, vite, vite, il faut des masques, on a demandé à l'ambassadeur de France à Pékin de se débrouiller de cette affaire-là. Mais l'ambassadeur de France à Pékin, c'est nobody, quoi. C'est n'importe quoi. Il est traité par un bureaucrate de 25e rang de la section de sécurité, de la section des affaires étrangères du comité central. Et puis voilà, quoi. Alors à ce moment-là, les Chinois ont répondu d'une manière parfaitement injurieuse et parfaitement insultante. Ils ont dit « Ah non, non, le commerce est libre en Chine, donc adressez-vous à des fournisseurs et on verra s'il reste des trucs pour vous. » Mais c'était naturellement, les choses auraient été prises différemment en tenant compte des spécificités chinoises. Il ne s'agit pas de se prosterner devant eux, il s'agit d'agir comme ils ont l'habitude qu'on agisse avec eux depuis, en gros, les 2 derniers millénaires. Et voilà, ça n'a pas été fait. Donc il y a eu, et toujours à l'heure actuelle, le problème des masques. Alors il y a eu des masques de toutes les provenances, mais l'essentiel de ce qu'on me dit, c'était les entreprises françaises qui sont le mieux implantées en Chine parce qu'elles y ont des réseaux importants, que ce soit des entreprises de mode ou de Claire, etc., ou l'aviation, qui ont pu se procurer des masques auprès de leurs correspondants habituels, mais ce qu'a accompli l'appareil d'État, de manière une fois de plus incompétente, n'a pas donné grand-chose comme résultat. Alors, est-ce que ces faiblesses, l'amateurisme et également les faiblesses structurelles de l'appareil d'État, est-ce qu'elles ne risquent pas justement d'être utiles aux terroristes dans leur cible prochaine? Je veux dire, est-ce qu'on n'a pas montré nos failles et prêté le flanc à l'ennemi dans ce genre de crise? Vous savez, l'ennemi en question, il n'est plus ce qu'il était il y a 10 ans, à savoir que là, manifestement, on est dans la queue du phénomène. Vous avez vu les derniers attentats qui ont eu, c'est des demi-débiles, des gens qui sont en proie à des espèces de délires personnels. Alors, sont-ils responsables ou non de leurs actes? C'est à la psychiatrie et aux experts psychiatres de le dire. Mais moi, je constate qu'on a commencé par des héros du salafisme à la Oussama Bin Laden, et puis maintenant, on en est à des voyous de banlieue qui sont assez simplets dans l'ensemble, hein, et qui poignardent des gens avec le couteau qu'ils ont trouvé dans la cuisine. C'est naturellement tout à fait dramatique pour les gens qui ont perdu des proches, même leurs enfants dans ces affaires-là, mais honnêtement, il faut toujours être honnête, ça ne menace pas la République française. Ça doit être interrompu chaque fois qu'on le peut. On doit mettre ces demi-fous hors d'état de nuire chaque fois qu'on le peut.
C'est pas la Troisième Guerre mondiale quand même, hein. Donc les gens en question sont intellectuellement pas des grands individus. Alors cette histoire de, de pandémie, ils ont pu la voir de différentes façons. Soit c'est un signe que Allah a décidé de se venger des uns ou des autres et qu'il a épargné les uns et qu'il a attaqué les autres, soit c'est la preuve de sa colère et donc il faut aller se cacher et plus trop sortir pour l'instant. Comment des cerveaux faibles, voire malades, réagissent à ce genre de situation, c'est très difficile à dire. Donc le plus professionnellement on repère ce genre d'individus un peu, comme on dit maintenant en dialecte franglais, borderline, qui sont pas totalement dingues, mais dangereux en tout cas, et puis qui sont un peu islamistes et un peu fous, les repérer le plus vite possible, les mettre hors d'état de mire dans les limites de ce que le droit permet, oui, en faire un péril de première grandeur, ça n'est plus le cas. Très bien, bah écoutez, on s'achemine vers la fin de notre entretien. Je voulais vous poser une question qui en fait portait plus sur du coup comment dirais-je, les nouvelles manières de maintenir l'ordre dans les années à venir. On a vu durant la crise plusieurs initiatives qui ont été évoquées par des experts ou des membres du gouvernement. Notamment, je pense à l'emploi de drones ou la géolocalisation des personnes affectées. Hier, enfin, il y a quelques jours, circulait sur Internet une vidéo qui avait été faite dans un parc à Singapour, où le gouvernement a commencé, donc le gouvernement de Singapour, hein, a commencé à mettre en place des fameux chiens robots de la firme Boston Dynamics pour faire respecter les distanciations sociales. Est-ce que le confinement n'a pas été au final une formidable expérience sociale à grande échelle, je sais pas, une sorte de galop d'essai pour une surveillance généralisée dans le fameux monde d'après dont on parle? Bien sûr, évidemment, à savoir que quand il y a une situation de guerre, à chaque fois, ouvrez les guillemets, des progrès, fermez les guillemets, sont faits dans les domaines qui permettent de tuer mieux, de tuer plus vite, de surveiller mieux, de surveiller plus vite. Regardez la guerre de sécession, par exemple, qui a été la première guerre, en réalité, bien qu'elle se soit produite entre 1861 et 1865, c'est la première guerre moderne du XXe siècle. On y a inventé les navires blindés, on y a inventé les sous-marins, on y a inventé le fil de fer barbelé, on y a inventé plein de trucs. Donc, et tout ça, naturellement, a conduit au carnage de la Première Guerre mondiale. Tout ça a été développé et utilisé en vraie grandeur à l'échelle d'un continent entier. Donc là, oui, effectivement, on a appris à mieux contrôler les relations des gens par les téléphones portables s'agissant de leur risque de maladie. Demain, ça sera peut-être les hooligans dont on vérifiera pas comme ça qui s'associent pas, ou même des militants politiques. Tout ça est naturellement possible. Alors, il y a des garde-fous, on est dans un état de droit, mais ces garde-fous, il faudra bien étudier les phénomènes dans les temps qui viennent et voir à ce que ça ne déborde pas du temporaire et du médical. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, l'argument sanitaire c'est ce qui est effectivement a légitimé toutes ces décisions-là. Et pour la première fois, le gouvernement a réussi, au nom de cet argumentaire-là, à mettre toute la population chez soi et d'une certaine manière même entraver tous les mouvements sociaux, je pense aux Gilets jaunes entre autres, qui effectivement agitaient le pays. Donc c'est effectivement une leçon que certainement ils ont dû retenir, quoi. Alors, il faut attendre un peu parce que, vous savez, des fois, on comprime les choses et puis il y a un effet cocotte-minute et après ça, ça pète beaucoup plus fort encore. Donc, vous savez, les techniques les plus raffinées entre les mains de quelque chose de bien plus redoutable que tout ce que M. Macron & co. contrôle aujourd'hui, l'Inquisition n'a jamais empêché la réforme. La réforme protestante a eu lieu alors même que l'Église disposait de moyens de contrôle sur les âmes, même par la confession, infiniment supérieurs à tout ce qu'on a aujourd'hui. Ça n'a rien empêché. À partir des années 80, les techniques de surveillance les plus perfectionnées de l'Union soviétique n'ont pas empêché cette dernière de s'effondrer sur elle-même un peu après la chute du mur de Berlin. Vous savez, je crois que les gens s'illusionnent sur la capacité
de l'être humain à définitivement contrôler tout et en permanence autour de lui. Qui aurait dit au début de l'année 2020 qu'un petit virus de rien du tout mettrait la planète entière à la maison et interromprait et menacerait tout le système international d'effondrement? Vous voyez, je me souviens plus de son nom, mais il y a eu un Premier ministre britannique qu'on a interrogé dans les années 50 ou 60 en disant quand un gouvernement est en place et quand il gouverne, qu'est-ce qui peut le faire dérailler? Et il a répondu Events, my dear boy, events. Les événements, mon vieux, les événements. Voilà, donc les événements, on ne les contrôle pas. Et donc aujourd'hui, avec en plus les monstrueuses capacités de piratage dont dispose une nouvelle génération de pirates sur le monde numérique, tous les systèmes de contrôle peuvent être détournés, sabotés aussi bien. Vous avez à l'heure actuelle des systèmes informatiques les plus perfectionnés. Vous avez des pirates qui sont entrés dans les systèmes de contrôle des fusées intercontinentales des États-Unis et qui ont remplacé l'écran de contrôle des gens qui contrôlent les systèmes balistiques des États-Unis par un écran de flipper. Vous savez, vous avez perdu encore 3 balles à jouer, etc. Partie gratuite. Ils ont transformé ça. Des gens qui sont capables de faire ça, vous croyez que le système là, de Macron de surveillance, ils ne sont pas capables de le pirater. Donc naturellement, il faudra les renforcer, ces systèmes-là, dans l'avenir, les renforcer et donc les restreindre, les rendre plus contrôlables. Voilà, donc je ne crois pas que ça soit Big Brother partout et tout de suite, parce que chaque fois qu'il y a le blindage qui augmente, chaque fois le canon augmente de puissance. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire, et donc prenons tout ça avec de la philosophie. Ayons les gouvernements, et notamment le nôtre, parce que des fois ils sont un peu filous à l'œil, pour bien s'assurer qu'ils ne sont pas en train de fliquer tout le monde, mais je crois que ce sera plus facilement rêvé que réalisé. Très bien. Alors, pour finir, une dernière question. J'aimerais avoir votre avis sur le comportement des Français qui ont, somme toute, respecté les règles avec sérieux du confinement. On a vu plusieurs approches selon les témoignages, les analyses. Est-ce que c'est selon vous inquiétant en raison d'une forme de docilité des populations qui, à la moindre menace sanitaire, obéissent à tout, ou vous trouvez plutôt leur comportement assez admirable, qui témoigne d'un sens civique aigu de nos concitoyens qui ont accepté de mettre leur liberté entre parenthèses pour sauver des vies? C'est un peu grandiloquent, je le dis, mais en gros, ça revient à ça, quoi. Je crois que on oublie l'essentiel, là. On oublie l'essentiel qui est le fait que le peuple français a une expérience pratiquement millénaire de vivre ensemble et collectivement, ce peuple-là a développé une forme de bon sens. C'est-à-dire qu'ils comprennent quand c'est grave, ils comprennent quand il ne faut pas faire le malin et ils le respectent. Mais en même temps, ils prennent des notes. À savoir que c'est pas parce que, vous avez vu, les infirmières, elles ont dit « Ok, on va bosser ». Et quand Macron a été à l'hôpital, il s'est fait secouer les puces, quoi. Il dit « On n'a plus confiance en vous ». Et déjà, les gens ne sont pas idiots. Hein. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour les écrits militaires de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung était un sale bonhomme, c'était un satrape oriental déguisé en communiste. Il allait massacrer son peuple comme pratiquement aucun dictateur n'a jamais massacré son propre peuple au cours des 2 derniers millénaires de la révolution culturelle. Ça fait entre 30 et 50 millions de morts en Chine. Mais c'est un grand chef de guerre, c'est un grand seigneur de la guerre, et ses écrits militaires sont remarquables. Et dedans, il dit à un moment donné cette phrase: l'œil du paysan voit juste. Les gens de la base, on leur raconte pas de sottises. Ils voient les choses se produire sous leur nez. C'est difficile de les intoxiquer. Les gens, le peuple français, il a vu des choses pendant ces 2 mois de confinement, plus ou moins, quoi, en moitié commencé, à moitié fini, etc. Et donc, ces gens-là, ils se gardent ça en mémoire. Ils sont pas fous. Et regardez un peu, quand il y a eu un premier scandale du même ordre, qui était à une échelle plus réduite le scandale du sang contaminé. À l'époque, il y avait un homme qui était parti pour être président de la République, qui était M. Fabius, et les Français ne lui ont jamais pardonné. Par la suite, il a végété
toute sa carrière. Alors bon, il a des copains, donc il s'est retrouvé à des présidences ceci, des présidences cela, mais le peuple s'est toujours méfié de lui par la suite. Reste à savoir comment le peuple français considérera Macron & Co. après cette histoire, eh ben, on le saura bientôt. Très bien. Bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour toutes vos réponses et vos précisions sur ce sujet. Chers auditeurs, je vous invite à aller consulter les 2 conférences qui ont été données par Xavier Hofer au Cercle Aristote et que vous retrouverez du coup sur notre chaîne YouTube. En attendant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission et je vous dis à bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.